J'ai lancé ce podcast en 2018. Cela fait donc 6 ans et plus de 230 épisodes qu'il existe et qu'il inspire des milliers de photographes chaque mois, soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube ou dans les enseignements que je propose par mail, dans les formations, en présentiel, en distance, etc. Pour l'occasion, j'ai voulu faire un épisode un peu anniversaire et j'ai noté 6 enseignements clés que j'ai appris via ces nombreuses rencontres de qualité. Parce que le podcast, ce ne sont pas que des épisodes où je parle tout seul comme ça devant mon micro, en imaginant que vous êtes derrière en train d'écouter, mais c'est essentiellement, pour les 3/4 du temps, des interviews avec des experts de la défense, de l'image, parce que ça c'est un autre épisode, c'est un autre podcast, mais des experts de l'image, de la vidéo, du journalisme, du photojournalisme. Il y a eu des iconographes, des rédacteurs en chef, des vidéastes, mais aussi des gens qui vont parler de marketing, de développement personnel, de pas mal de choses super intéressantes pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier de photographe, mais surtout qui veut durer. Et c'est un peu les enseignements ce dont je vais parler là aujourd'hui, c'est des enseignements qui vont vous aider non seulement à vous lancer, mais surtout à durer. Le premier enseignement, c'est que la passion est sous-cotée. On dit souvent quand on écoute des gens donner des conseils en entrepreneuriat, en photo, etc., un des conseils qui revient souvent, c'est il faut être passionné, suivre sa passion, etc. À tel point que c'est devenu très vite galvaudé. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire « Oui, mais t'es bien gentil de dire qu'il faut être passionné. Là, toi, t'es à un stade où t'as vraiment réussi. Il y a peut-être d'autres choses qui permettent d'arriver à ce succès-là, parce que la passion, tout le monde est capable de l'avoir, c'est facile. » Mais en fait, non. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un métier, dans un métier d'indépendant, et notamment dans la photo, sans être réellement passionnés par ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le photojournalisme d'ailleurs, sans être vraiment passionnés par le journalisme. Or, c'est le mot le plus important dans le photojournalisme. C'est pas photo, c'est journalisme. Si vous n'êtes pas passionné par la presse, par l'actualité, par l'information, par le fait d'informer les gens, par ce rôle social qu'on a quand on est photojournaliste dans la société, d'informer les autres, d'apporter de la valeur, en fait, ça ne marche pas. Et il y a beaucoup de photojournalistes qui ont arrêté parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas en adéquation avec ce qu'ils avaient comme passion, ce qu'ils ressentaient réellement. Il y a beaucoup de photographes de presse qui ont arrêté en disant que c'était trop précaire, qu'ils ne gagnaient pas d'argent, que c'était impossible. Mais en réalité, c'est pas ça le problème. Quand on est passionné, on est capable de faire les choses, même en perdant de l'argent, même en ne faisant... On fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce que on a une sorte de mission de vie, on a une sorte de feu sacré qui nous permet de continuer quand c'est compliqué. Et ça, dans tous les métiers, en fait. Sauf, bien sûr, dans les métiers qu'on va juger comme étant alimentaires. C'est-à-dire que si vous faites du service en restauration, si vous bossez à McDo ou ailleurs, et que vous considérez ça comme une contrainte, comme un travail qui va être juste là pour vous apporter de l'argent, là, c'est clair qu'on ne parle pas de passion. Maintenant, il y a dans ces mêmes domaines, dans la restauration par exemple, il y a des cuistots, il y a des serveurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est ok. Le truc, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui vous passionne et vous poser cette question, mais vraiment, sérieusement, est-ce que ça me passionne ce que je fais ? Est-ce que c'est vraiment une passion la photo pour moi ? Est-ce que c'est une passion le photojournalisme pour moi ? Est-ce que c'est une passion la photo documentaire ou la photo corporate ou la vidéo ou tout ce qui a trait à l'image ? La passion est sous-cotée. C'est ce qui vous permettra de durer, de vous lancer, mais aussi de durer. Le deuxième enseignement, c'est que justement, le secret, c'est de durer. Le secret, c'est de continuer année après année à déclarer ses impôts, à déclarer son activité, à ne pas abandonner au bout d'un an ou deux, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand on regarde les statistiques en France. La plupart des photographes et de toute façon la plupart des entrepreneurs abandonnent au bout d'un an, au bout de 2 ans. Et c'est un truc énorme, c'est genre 70-80% des gens qui abandonnent au bout d'un an. Et on le retrouve aussi dans le podcast. Je suis tombé sur une stat il n'y a pas longtemps d'un podcasteur justement qui disait que quand on dépasse la vingtaine d'épisodes de podcast, on fait partie du 1%, du top 1% des podcasts en France
sinon dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, au bout de 20 épisodes, s'ils considèrent qu'ils n'ont pas beaucoup de vues, etc., ben, ils abandonnent. Ils se disent, ok, ça sert à rien, je laisse tomber. À contrario, ce qui est assez dingue, c'est que plus vous continuez longtemps, plus vous avez une courbe assez exponentielle où vos vues augmentent, le nombre de gens qui vous suivent augmente, etc. etc. Donc, c'est vraiment une course, mais c'est pas une course contre les autres, c'est une course contre soi-même. C'est une course contre soi-même et c'est plus un marathon qu'un sprint. Même s'il faut être capable d'accélérer, hein, de pas courir à 2 à l'heure, mais ça reste quand même un marathon, et même plus qu'un marathon parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, il n'y a pas de fin à la fin, c'est quand vous pouvez plus, quand vous êtes à bout de souffle, que pour pas tomber dans le Glock, que vous êtes mort, mais c'est un marathon que vous allez faire toute votre vie. Et c'est super intéressant en fait, de se dire, voilà, je me donne du temps, j'ai le temps, j'ai ce qui me reste comme temps qu'on m'a accordé pour vivre. Faudra que j'arrête de tomber dans le Glock et de parler de ça, comme dans le précédent épisode, mais vous comprenez l'idée. Si vous voulez vraiment vous comparer aux autres, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire, mais qui est quelque chose d'assez évident et de facile à faire, qu'on fait tous sans faire exprès quelque part, imaginez une course, imaginez vous êtes sur un pas de course avec vos principaux concurrents à côté. De temps en temps, vous allez voir qu'ils seront devant vous. Ils vont courir devant vous très vite, vous avez l'impression de jamais les rejoindre. On a tous ce sentiment-là de voir la personne qu'on imagine, qu'on va parfois même idéaliser, on la voit courir devant nous, il a atteint tout ce qu'il voulait, il a sauté tous les obstacles, etc. Puis nous, on continue, puis on se dit, ok, bon, je continue à mon rythme, j'arrête de regarder devant. Et là, tout d'un coup, au bout d'un petit parcours, d'un petit peu de temps, vous vous rendez compte que vous allez doubler cette personne. Mais cette personne, vous la doublez pas parce que vous êtes meilleur, c'est juste qu'elle s'est arrêtée. Elle est là, comme ça, elle est essoufflée, elle s'arrête, ou alors elle marche à 2 à l'heure. Et là, vous vous rendez compte que vous, c'est pas compliqué de continuer à marcher ou à courir ou même à accélérer. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on court contre soi-même et pas contre les autres. Parce que c'est un peu la fable de la fontaine avec le lièvre et la tortue. En fait, on s'en fout de savoir qui va le plus vite, on s'en fout de savoir qui a la meilleure vie, la plus grosse bagnole, la plus grosse piscine, j'en sais rien. On s'en fout de tout ça, de Instagram et tout. Tout ce qui compte, c'est de continuer, c'est de durer, de faire une année de plus, de vendre un reportage de plus, de vendre une photo de plus, d'aller faire des reportages là où beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas le retour qu'ils attendent. Encore une fois, si vous êtes passionné, que c'est important pour vous de faire ce que vous faites, vous allez durer, vous allez continuer. Et c'est la seule métrique qui est importante. Et c'est le troisième conseil, et le troisième enseignement que je tire de tous ces entretiens avec plein de photographes, plein d'autres gens, dont certains qui sont là depuis 40 ans dans le métier, c'est qu'il faut redéfinir les bons indicateurs, ce qu'on appelle en anglais les KPI, les indicateurs de performance. Concrètement, on s'en fout des vues, on s'en fout des likes, on s'en fout des commentaires, on s'en fout de tout ce qu'on appelle des vanity metrics, les métriques de vanité, où vous avez des millions d'abonnés, on s'en fout de tout ça. On n'est pas Thibaut InShape, on n'est pas Squeezie, on n'est pas des youtubeurs avec une volonté de parler au grand public. Quand vous êtes photographe, vous vous intéressez qu'à une toute petite partie, un microcosme de la population qui va être intéressée par vos photos. Quand on est photographe de mariage, on s'intéresse que aux femmes entre un certain âge et un certain âge qui vont se marier. C'est ça notre cible. Le reste, on s'en fout. On vise pas des ados de 15 ans. Quand on est photographe de presse, on s'en fout de la population, puisqu'en fait, on s'intéresse à la population, mais on s'intéresse surtout à quelques magazines qui vont nous faire bosser. Et au final, il n'y en a pas beaucoup. Même quand on rentre dans un kiosque et qu'on voit tous ces magazines comme ça devant nous, en réalité, il n'y en a qu'une poignée qui vont acheter des images, acheter des reportages. Par contre, cette poignée-là, elle va dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans des reportages. Donc c'est intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire, qui abandonnent, parce qu'ils n'ont pas suivi l'enseignement numéro 2, qui est le secret, c'est durer, et qui vont vous laisser la place, tout simplement, en fait. Vous pouvez continuer, vous, si vous vous accrochez, si vous faites les choses correctement. Donc on s'en fout de faire beaucoup de vues. Moi, je m'en fous de faire à chaque fois des centaines, des milliers de vues par épisode du podcast. C'est pas grave. Si je fais que 100 vues, 200 vues, c'est très bien, en fait, parce que je sais que les 100 ou 200 personnes qui ont écouté cet épisode
ce sont des photographes que je vais pouvoir aider, qui vont pouvoir changer de vie, changer de vision du monde. Et je le sais parce que derrière, je vous rencontre. Pour la plupart, enfin pour beaucoup d'entre vous, je vous ai déjà rencontré, certains. Certains sont rentrés dans le collectif DR, d'autres ont suivi des formations plus longues, d'autres ont acheté des bouquins, d'autres m'ont fait des retours par mail. Et c'est génial en fait de pouvoir faire un retour avec les gens. Je cherche pas la quantité, moi je cherche la qualité des relations, la qualité des gens qui me suivent. D'ailleurs, c'est pareil pour le collectif DR. On n'est pas 800, 900 ou 1000 personnes, on est une soixantaine. On reste à ce rythme-là, c'est très bien. Il y a des gens qui rentrent, des gens qui partent. C'est comme une école, c'est normal, il y a des promotions. Et en fait, on reste à taille humaine parce que c'est en restant à taille humaine qu'on peut avoir les meilleurs résultats et qu'on est le plus efficace. Donc, oubliez tous les metrics, les vanity metrics. Oubliez ces KPI, ces indicateurs qui sont pas faits pour vous. Vous n'êtes pas là pour faire des millions de vues, d'avoir des millions d'abonnés, on s'en fout. Si vous avez un compte Instagram avec 300 personnes qui vous suivent, mais ces 300 personnes, dedans, il y a des iconos, il y a des gens qui vont se marier, des gens qui vont vous acheter des photos, ça suffit largement. Le quatrième enseignement que je tire de ces 6 ans d'épisodes de podcast, c'est que la répétition est la clé pour réussir. C'est en répétant les choses encore et encore et encore, et encore et encore et encore, que vous allez progresser. Et ça marche pour tous les domaines. Ça marche pour ce podcast parce que si j'avais pas fait 200 épisodes, 230 épisodes de podcast, ben j'en serais toujours à zéro et je ferais pas de bon podcast. Et faire un podcast, c'est un peu comme faire une pizza. J'aime bien cette vision parce que c'est un formateur en marketing qui m'avait appris ça il y a quelques années. C'est si tu veux te lancer dans une pizzeria, tu montes ta pizzeria, ta première pizza, elle va pas être terrible. Elle va même être dégueulasse peut-être. Ta deuxième pizza, elle sera un peu moins dégueulasse. Ta troisième, etc. Et au bout de 100 pizzas, 200 pizzas, 1000 pizzas, bah, sauf si t'es complètement con et que t'as pas cherché à avoir de feedback, que tu continues à faire n'importe quoi, a priori, ta millième pizza, elle sera vachement meilleure que la première. Bah, c'est pareil en podcast, c'est pareil en photo, c'est pareil en écriture, c'est pareil dans la pratique de n'importe quel logiciel. Si tous les jours vous utilisez un logiciel, au bout de 100 jours, au bout de 1000 jours, au bout d'un an, 2 ans, ben vous allez être un expert de ce logiciel. Il y a un truc dont redoutent beaucoup de photographes, notamment les gens chez DR, dans toutes les agences qui diffusent sur Pixpalace, c'est les IPTC. Les IPTC, c'est les métadonnées que vous allez mettre dans vos photos. Si vous ne mettez pas ces métadonnées et que vous ne le faites pas correctement, si vous ne faites pas ça avec méthodologie, ben vos photos ne seront pas trouvées, ne seront pas achetées. C'est-à-dire les mots-clés, les descriptions, les légendes, etc. Au début, ça prend beaucoup de temps de faire des IPTC. C'est chiant, on n'a pas l'habitude, c'est compliqué, il faut mettre en anglais, en français, etc. C'est compliqué. Si on fait ça toutes les semaines, dans un premier temps tous les mois, après toutes les semaines, voire tous les jours, je peux vous garantir que ça va super vite. On prend des automatismes, on va extrêmement vite. C'est la répétition qui permet l'amélioration. Donc ça vaut pour tous les domaines. Et au début, moi j'avais un peu du mal à interviewer des gens, à parler devant un micro tout seul. À force, j'ai pris des automatismes, j'ai pris de la confiance et ça plaît de plus en plus. Et j'écoute les feedbacks, j'écoute quand les gens me disent bah là c'est dommage, le son il est pas terrible, il faudra améliorer. Ok, je vais acheter un meilleur micro. Là tu vois le montage, ok, je vais me former en montage, je vais faire d'un meilleur montage. Là les questions que tu poses, ok, je vais plus me renseigner sur la personne et je vais poser des questions plus adaptées. Voilà. C'est ça en fait. La capacité de réussir, c'est votre capacité à répéter, à itérer, en écoutant les feedbacks, en appliquant les bonnes méthodes, en formant auprès des gens qui savent et en améliorant les choses petit à petit. 5e enseignement, c'est qu'il ne faut pas s'imposer de limites. Ne vous donnez aucune limite. Dans tous les domaines. Il y a quelques jours, je donnais un cours à Sciences Po à mes élèves de master en journalisme et je leur disais, ils partaient sur leur journée à l'école et je leur disais, vous ne donnez pas de limite sur les gens que vous voulez contacter. Si vous voulez faire une interview avec le maire de la ville ou avec un député ou avec un ministre ou je sais pas, une star, etc., vous dites pas de base, c'est impossible, la personne, je pourrai jamais avoir son contact, elle me répondra pas, etc., parce que je suis étudiant. Non. Quand vous êtes dans une posture professionnelle, ou même pas forcément professionnelle, mais que vous avez vraiment des objectifs, vous donnez pas de limite, vous dites pas vous-même, c'est impossible, j'y arriverai pas. Attendez d'être face à l'échec, face à l'incapacité de faire quelque chose avant de comprendre que c'est impossible. Et en plus, vous vous rendrez vite compte que
ben, il y a plein de choses qui sont quand même possibles. Rien n'est impossible au final quand on se donne des moyens réels. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, je me suis retrouvé à faire des interviews de gens que je pensais complètement inaccessibles et voire même à devenir ami avec certaines de ces personnes, voire même en partant en reportage avec eux, etc. etc. En fait, il y a vraiment... C'est vraiment les limites les plus comment dire, dommageables à votre carrière, c'est vous-même qui vous les fixez, c'est pas les autres. On a souvent l'habitude de remettre la faute sur les autres, hein, parce que naturellement, l'humain n'aime pas prendre des responsabilités, n'aime pas, préférera se plaindre plutôt que de chercher des solutions. Donc on a naturellement en nous cette capacité à reporter sur l'autre la faute et à se dire, ok, je vais pas y arriver parce qu'on va m'emmerder, parce qu'on va me dire non, etc. Mais en fait, si vous demandez pas, c'est sûr qu'on vous dira non. Enfin, on vous dira même pas non, vous n'y arriverez même pas parce que vous demanderez pas. Donc, vous ne donnez pas de limite. Et le deuxième volet de ce conseil-là, c'est que la technologie augmente tellement vite, est tellement vite améliorée, que des choses que vous pensiez impossibles à faire techniquement parlant, et concrètement qui étaient impossibles à faire techniquement parlant, ben vous pouvez le faire. Prenez par exemple les drones. Pour faire des images aériennes, il y a encore quelques dizaines d'années, il fallait louer un hélicoptère. Personne n'imaginait qu'on pourrait acheter sur Internet un drone à 1000 euros, voire moins, 500 euros, le faire voler avec une caméra 4K et faire des images aériennes. C'était impossible pour plein de gens. Personne n'imaginait qu'on pouvait avoir un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle, dans lequel on donne un son complètement pourri et il le ressort en son parfaitement bon. Il y a pas mal d'interviews que j'ai fait dernièrement où le son était vraiment pas bon parce qu'on l'a fait à distance, sur Zoom, etc. Et hop, je l'ai mis dans la moulinette d'une IA et c'est sorti en son complètement exploitable, très bon, on vous dirait même un son radio. Donc, vous fixez pas de limite parce que déjà, quand on est capable de se donner les moyens, on se rend compte qu'on est capable d'atteindre beaucoup d'objectifs qu'on se croyait incapable de résoudre, à atteindre. Et surtout parce que la technique derrière évolue, la technologie évolue et vous aurez les moyens d'y arriver. Et enfin, dernier conseil, dernier enseignement que je tire de ces 6 ans de podcast et de ces plus de 200 épisodes, c'est qu'il faut faire les choses pour soi-même avant de les faire pour les autres. Et d'ailleurs, quand je dis ça, quand je vous partage un peu ce que je pense dans ce genre d'épisode, je partage ce qui se passe dans ma tête et aussi ce que j'ai réussi à accomplir ou pas, les échecs que j'ai aussi eus. Je fais ce qu'on appelle du build in public, construire en public. Je montre un peu les coulisses, je parle de choses pas intimes mais pas loin. Mais je fais pas ça pour vous en fait. Je fais ça pour moi. Je sais pas qui écoutera ça. Je sais pas ce que vous en penserez. Peut-être que vous allez me juger ou quoi, mais en fait, je m'en fous parce que je fais ça pour moi. Je fais ça pour être capable de gagner en confiance en moi. C'est comme quand on écrit un journal, on écrit un carnet de bord, un journal intime, etc. On le fait pour soi. Même si le truc va être lu ou pas, on s'en fout, on l'a fait pour soi. On couche sur papier ou on couche sous enregistreur audio. Dans ce cas-là, on pose des jalons et cet enregistrement, peut-être que je le réécouterai dans 10 ans et je me dirais, ah, là j'avais raison sur tel point, j'avais pas raison sur tel autre point, parce qu'on peut changer d'avis, c'est normal, et que les abrutis ne changent pas d'avis. Et c'est super intéressant parce qu'on sait où on en était, on sait d'où on vient et du coup on peut mieux planifier son futur. Donc faites les choses pour vous avant de le faire pour les autres. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans ce podcast tout au long de sa création, enfin dès sa création. Pourquoi ? Parce que dès sa création, je suis allé rencontrer des photographes que je rêvais de rencontrer. Des gens comme Chauvel, Bouvet, Rancinan, etc. C'est des gens que j'imaginais même pas pouvoir rencontrer. On en revient sur la question de ne pas se poser de limites, le conseil précédent. Mais je me suis dit, ok, comment je peux faire pour accéder à ces gens, pour passer 1 heure avec eux, leur poser toutes les questions que j'ai en tête, leur parler peut-être indirectement de mes problèmes et voir comment eux pourraient les résoudre, quels conseils ils auraient à me donner. Je vais faire un podcast. Ça intéressera en plus d'autres gens. Mais à la base, c'est égoïste. C'est pour moi que je fais ça. Vous comprenez ?
Et c'est parce que vous faites les choses pour vous, avec passion, dans un but de durer, de rester longtemps dans le paysage, que ça va aider les gens, que les vraies métriques vont apparaître, que les vraies retombées vont apparaître, et que vous allez vraiment aider des gens, et que vous allez vraiment apporter de la valeur. Et j'espère que ce podcast, depuis 6 ans, il apporte de la valeur. Je pense que oui, parce que j'ai des bons retours de votre part. Il n'y a personne qui est venu me voir pour me dire « Ton truc, c'est de la merde, arrête ». Donc je me dis ça aide des gens. Bien au contraire, j'ai eu des très bons retours. Donc voilà, je suis content que ça plaise. Je suis content surtout de moi parce que, et je me félicite, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je me félicite d'avoir continué, de ne pas avoir abandonné malgré le fait que ça fait pas beaucoup de vues. Oui, on met une vidéo sur YouTube, ça fait 200 vues, c'est chiant, mais en fait, c'est pas grave. Parce que ces 200 vues, c'est des 200 vues de qualité. Et encore une fois, je fais pas ça pour les vues. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que ça me passionne. Et c'est ça qui me permet de rester et d'être en mesure de saisir des opportunités. N'oubliez pas que quand vous regardez, vous inspirez, vous intéressez un petit peu à des parcours inspirants de gens, des acteurs, des sportifs, des artistes, etc. Il y a plein comme ça d'histoires incroyables de gens qui étaient personnes, qui étaient même en dépression, qui étaient au bout de leur vie, jusqu'à très tard dans leur vie, et qui un jour, parce qu'ils ont continué à croire au truc, parce qu'ils ont continué à se battre, ils ont continué à être là, même s'ils perdaient de l'argent, même s'ils perdaient tout ce qu'ils avaient, ils étaient là, ils continuaient par passion, et ce jour-là, il s'est passé un truc, il y a eu un alignement des planètes, un truc qu'on ne peut pas anticiper, qui a fait que ça a marché. Des exemples comme ça, il y en a plein. Et je vous encourage comme ça à regarder juste à regarder des biopics, à lire des biographies de gens inspirants. Et il y en a énormément de personnes comme ça. Et peut-être dans les prochains épisodes, je vous en parlerai. On pourra peut-être faire une petite, comme je fais pour les bouquins. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. On pourra faire un petit peu je pourrais vous raconter des histoires de gens que je trouve inspirants, intéressants. Parce que, autre truc que je partage avec vous, une de mes passions, c'est de regarder des biopics. Moi, je suis très cinéphile, je regarde beaucoup de films. Je parle un peu de ma vie, mais c'est intéressant pour ce point-là. Les trucs que je regarde le plus, c'est les biopics. Je pense pas avoir raté beaucoup de biopics jusqu'à maintenant. Et j'adore ça parce qu'on tire tout le temps des enseignements. On tire beaucoup de leçons de ça. Et pas forcément des gens très connus parfois, mais des gens qui ont fait des choses assez incroyables. Et régulièrement, c'est pas pour rien que c'est un storytelling qui fonctionne, et c'est pas pour rien qu'on en fait des films. Quelque part, c'est parce que c'est la base du storytelling, c'est-à-dire le personnage, le chemin du héros, l'itinéraire du héros qui rate tout, qui perd tout, qui est en mode échec, à qui rien réussit et qui est sur le point d'abandonner, jusqu'au jour où il obtient un premier succès, un deuxième, etc. Et puis après, il repère tout, et puis il regagne tout. Et à la fin, les gens continuent de suivre, un peu comme une série, comme un feuilleton, parce qu'il y a ces éléments de storytelling. Mais c'est la vie, en fait. Le storytelling, c'est la vie. Donc, suivez ces 6 enseignements, parce que je pense que ça va vous aider. J'espère que ça vous aura inspiré. Et puis, continuez à suivre ce podcast, parce que sinon, je parlerai dans le vide. Même si vous avez compris que je fais les choses pour moi, c'est bien aussi que vous soyez là pour écouter. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous donnera envie de vous lancer dans le projet qui vous fait rêver, pour lequel vous vous imposiez déjà des limites avant même de commencer. Défoncez ces putains de limites. Allez chercher cet objectif. Allez chercher le succès que vous méritez. Parce que vous le méritez. Et battez-vous et partez du principe que rien sera facile. Rien sera donné. Personne ne vous doit rien. Il n'y a que vous qui vous devez des choses. Faites les choses pour vous. Faites les choses avec passion, avec envie. Et avec cette envie surtout de durer, de rester longtemps. Et moi j'espère que dans 6 ans, je vous ferai un autre épisode pour fêter les 12 ans de ce podcast. Et qu'on les fêtera ensemble. Avec peut-être 200 nouveaux épisodes en plus. Ça sert à rien. Mais voilà. Continuez à être inspiré, à y croire. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast.